Bonjour à tous. Bonjour Bonjour à Sébastien. tous. Bonjour Guillaume. Alors, on va voir si on est bien en ligne. Aurélien, est-ce qu'on est bien en ligne? Tu nous vois sur LinkedIn? Bon, parfait. C'est bon, Formidable. c'est lancé. Et équipe, ben, c'est top. On va attendre là. Dites-nous là dans les commentaires si vous êtes bien arrivés. Comme Et d'habitude, hein, ouais, d'où vous êtes. fait un petit tour un peu des arrivants. Non, il y a 500 inscrits, j'ai vu. C'est pas mal quand même. C'est un vrai sujet, hein, le diagnostic achat. En même temps, est-ce qu'il y a un meilleur moment que la rentrée des classes, certes, mais pour faire un diagnostic achat, surtout qu'en plus, il y a beaucoup d'organisations qui aujourd'hui euh, ont comment dire, des exercices qui démarrent finalement en septembre. C'est pas C'est ça. toujours à janvier, ouais. Il y a pas mal de décalage, donc certains démarrent leur année fiscale en ce moment même, quoi. Oui, puis c'est le moment d'intégrer les nouveaux collaborateurs aux achats Mmh. qui sont arrivés peut-être des fois pour certains d'entre vous juillet-août, qui commencent à toucher du doigt vraiment l'entièreté du poste et du travail à accomplir. Et peut-être que certains d'entre vous ont peut-être même profité de l'été pour justement travailler, à prendre du recul et à faire un diagnostic. Ouais, tu parles. Tout le monde en a profité pour partir à la plage et se détendre. Alors, pas Euh, tout le monde. Pas tout le monde, c'est vrai. On Nous, a eu pas mal de monde au téléphone cet été, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Ouais, les acheteurs ne s'arrêtent pas. Nous sommes des fourmis, nous travaillons toute l'année. Alors, voyons voir si les commentaires commencent à arriver. Je Et non, vois, c'est ce que je vois. je vois pas remonter. Moi non plus. Je sais que hop, notre solution c'était déconnecter, donc est-ce qu'il n'y a pas de souci? On va vérifier. 21. On est bien en ligne. Bonjour à tous. Non, non, c'est que ça remonte pas. En fait, on a déjà pas mal de commentaires. Ah oui? Ouais. Ouais. Afficher les comptes. Voilà. Ben, ils m'ont fait une mise à jour. Voilà. Je Ça peux devrait pas les bien. voir du coup. Ok. Bon. Bah ouais, bon. Ben, bonjour Christophe, bonjour Olivier, bonjour Benjamil, bonjour Alexandra, bonjour Antoine, bonjour Christophe, bonjour Alexandre, bonjour Jean-Michel. En fait, il y a plein de monde. Bonjour Eric, salut Aurélien, bonjour Richard, bonjour Selena, bonjour Solène. Bon, il y a tout le monde en fait. C'est juste que les commentaires ne remontaient pas. Ah, bon. Génial, là. On va Génial, essayer génial. de les suivre Bah de ouais, manière spécifique alors. c'est ça. On ne peut pas faire confiance au matériel. C'est quand même pas possible. Bon, on démarre. Comme ça, on essaie d'être dans les temps. Puis Ouais. tout le monde raccrochera les wagons au fur et à mesure. Alors, on va commencer par une petite question. Mais comme les commentaires ne remontent pas, on va avoir du mal à Je vais travailler. Mais essayer je vais essayer de les voir de mon côté là, je vais bon, je vais me connecter à LinkedIn. mais dites-nous là dans les commentaires qui parmi vous a déjà réalisé un diagnostic achat global ou simplement d'un portefeuille achat. Vous allez voir que ce sujet de live va être particulièrement intéressant. Évidemment, si vous êtes directeur achat, responsable achat ou consultant, en fait, vous ne pouvez pas correctement faire votre métier si vous n'assimilez pas le fait d'intégrer un diagnostic. Attends, j'ai un retour de... Je vous fais remonter ici, commentaires et questions. Ah ouais, ok. Ça marche, mais je suis connecté, Aurélien, sur LinkedIn, du coup. Je m'en débrouille. Du coup, aujourd'hui, si on fait partie de ces catégories de professionnels-là, aujourd'hui, ne pas faire un diagnostic achat, c'est très compliqué, puisqu'en fait, on parle de rapport d'étonnement, on parle de plein de choses. OK, mais en fait, en réalité, on fait un diagnostic de la situation de son portefeuille dans son entreprise. C'est essentiel. Et on se rend compte aujourd'hui, par exemple, quand on accompagne un grand groupe ou une grosse PME ou une ETI, en fait, aujourd'hui, le diagnostic achat, c'est un peu l'étape incontournable. Et quand on rentre même dans une approche de formation, quand on forme un service achat avec la direction qui est présente, en fait, le fait de prendre le recul, de faire un diagnostic achat, de prendre le recul sur ses pratiques et du recul sur les viviers de performance, c'est assez essentiel. Alors, De performance et d'organisation. Parce que vous savez, c'est un peu la bonne résolution. Mais je crois que la bonne résolution de l'année, on la met deux fois dans l'année, au 1er janvier et au 1er septembre. Et
souvent, au 1er septembre, on se dit, bon, on va arrêter de faire ce qu'on a fait toute l'année, c'est-à-dire de courir après le train, de devoir éteindre tous les incendies les uns derrière les autres. Et on va essayer d'organiser un petit peu les sujets sur les sujets les plus prioritaires, voire même certaines fois déléguer certains types d'achats hein, dans une organisation et un cadre évidemment et un process défini, mais pour effectivement aller travailler sur les sujets d'envergure aux achats, quoi. Ouais. Donc, dans ce live, qu'est-ce qu'on va faire? Et je vois que ça y est, en fait, les commentaires arrivent. Bon, ça va être un peu galère cette fois-ci. Désolé, hein, merci de votre compréhension. Et, le système ne semble pas... le système ne fonctionne pas. Bon, c'est comme ça. Mais du coup, ce qu'on va aborder, donc c'est une feuille de route step by step pour structurer votre diagnostic achat, accompagné d'un guide. On va d'ailleurs faire la présentation directement sur le guide « Pourquoi démarrer par un diagnostic achat ?» Vous allez voir qu'on a rajouté quelques éléments, évidemment, hein, pour ceux qui connaissent ce guide-là qui est sorti il y a un petit mois. On est venu vraiment enrichir et commenter en fait tout ça. Il faut savoir qu'avec Sébastien, on est en plein milieu de diagnostic actuellement, parce qu'on a relancé très activement cette partie-là pour venir tester sur le terrain finalement les dernières évolutions de nos outils et de la méthode. Et donc, c'est comme ça qu'on développe finalement un logiciel aussi puissant. Parce qu'en fait, on applique nous-mêmes ce qu'on fait. Nous sommes de vrais acheteurs et c'est bien ce qui nous différencie. Et donc, dans ce live-là, on va vraiment voir toutes les étapes. Hein, basiquement, analyse de maturité, structuration du premier tableau de bord, hein, qui est une livrable essentielle d'un diagnostic. Hein. On peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Vous allez voir que même si on n'a pas tout de suite le tableau de bord qui s'automatise, etc., on va avoir d'abord un premier tableau de bord qui va nous permettre d'y voir clair sur les périmètres, ce qu'on dépense, à qui, comment, pourquoi, ce qui va nous permettre d'entrer derrière dans des analyses beaucoup plus poussées, organisationnelles, des analyses stratégiques de portefeuille, pour finir sur une vision des potentiels de résultats qui sont activables au sein de l'organisation et quels moyens mettre en place pour aller les activer. Alors, je vais reprendre les commentaires. Donc, Selena, tu as fait les deux, global et portefeuille. Dis-nous un petit peu plus comment ça s'est passé pour toi et comment tu as procédé. Décris-nous en quelques phrases ça. Il y a Solène qui dit nope. Donc, Solène, écoute, bienvenue. Je sais que tu formes avec nous des organisations. Solène est très intégrée dans le monde du bâtiment. Elle est Black Belt chez nous, même Master Black Belt, puisque formatrice. Et tu as formé avec nous, je crois, FH, de tête et d'autres structures par T10, si mes souvenirs sont bons. Pour une fois que j'ai mon cerveau qui fonctionne. Sébastien, fais-ton cela. C'est ça, je valide, je confirme. Je suis surpris d'ailleurs. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Il faut savoir que j'ai dormi cette nuit, ce qui est quand même assez rapide. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'arrivée du petit il y a quelques mois, c'est pas évident. Donc, Solène, écoute, Solène, tu vas voir, c'est hyper intéressant. Puis, on a pas mal de projets de diag, donc si ça t'intéresse de venir bosser avec nous là-dessus, pourquoi pas. Benjamil, non. Amandine de Valenciennes, je vais commencer. J'attendais ce webinaire avant. Alors, Amandine, tu es bien tombée pour le coup. Voilà, et tu nous diras au fur et à mesure, pose tes questions, Amandine de Limal. Et dis-nous un petit peu comment tu aurais fait. Est-ce que c'est des choses que tu apprends? Commente au fur et à mesure du live. Bonjour Baptiste, bonjour Richard, bonjour Stéphane, bonjour Bibiana, original comme prénom. Bonjour Christophe, il s'agit de la fondation de toute démarche d'amélioration. Effectivement, Christophe, là on est vraiment sur les bases de la base, donc c'est vraiment ce qu'on va voir. Et on va voir que finalement, entre une stratégie et un diagnostic, la frontière est assez fine. Le diagnostic achat est en quelque sorte une mini-stratégie qui permet d'aller très vite sur du recul et de faire des choix d'entrer dans l'action. Bon. On démarre, on attend un petit peu vos commentaires. Désolé, ça met un peu de temps à remonter, mais on va faire... Vous allez voir, ça va vraiment être intéressant parce que comme on l'a dit Guillaume, notre diagnostic finalement issu de notre méthode, on le met en œuvre en ce moment. On a choisi d'ailleurs de ne pas le sous-traiter, cette activité-là, pour commencer, de le faire nous-mêmes pour vraiment nous rendre compte des impacts de notre méthodologie. Et on a la chance, en fait, de pouvoir le déployer dans des entreprises qui ne sont pas en difficulté, mais en forte croissance. Et c'est super intéressant de voir les impacts et les enjeux, en fait, de réaliser un diagnostic achat dans une entreprise qui avait l'habitude de gérer ses achats d'une certaine façon. La croissance arrive et finalement, avec la croissance, la surcharge des équipes devient en fait un problème
essentiel vu tous les jours. On a très peur de mettre les personnes en burn-out et finalement, le diagnostic va nous aider à définir finalement nos priorités, définir les moyens. Si finalement on identifie énormément de priorités, énormément de sujets et qu'il nous manque des moyens, on va pouvoir les justifier au travers du diagnostic et se faire une vraie feuille de route. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment le top. Ouais, tout à fait. On l'applique et puis il faut savoir que les diagnostics, Sébastien, on en fait depuis maintenant 15 ans. On va fêter nos 15 ans cette année. Hein. Et je n'ai pas fait l'exercice, mais on le fera de regarder les diagnostics qu'on faisait en 2011-2012, tu vois, et les diagnostics qu'on fait aujourd'hui pour mesurer l'avancée. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas SWOT, il faut savoir que SWOT, nous sommes une entreprise innovante, hein, nous sommes une entreprise à mission. Notre mission est d'accélérer la transition des organisations vers un modèle à la fois plus durable et performant économiquement. Nous sommes aujourd'hui, en tout cas, notre connaissance, la seule organisation qui vient conjuguer vraiment les deux. Hein. Pour nous, il n'y a pas de RSE, il n'y a pas de performance économique sans intégration de la RSE, très clairement, et directement. Hein, la RSE permet d'optimiser les coûts. Et effectivement, nous faisons partie de la French Tech, la communauté du Coq Vert, nous sommes soutenus par la BPI. Et nous sommes C2I, ça veut dire que Sébastien et moi, on passe plus de 50% de notre temps, non pas à vendre notre solution, mais on passe 50% de notre temps à développer, à améliorer nos produits, à améliorer la méthode que l'on partage en fait avec la plus grande communauté achat de France. Ça, c'est quand même incroyable que vous soyez approprié ce que nous faisons. Je crois qu'on est 60 000 sur LinkedIn. C'est quand même incroyable entre ma page, la tienne et celle de SWOT. C'est quand même assez incroyable. Bon, bref. Rentrons dans le diagnostic. Donc, le diagnostic, en fait, c'est très simple. Il y a deux grands domaines. Il y a structurer l'obligation de moyens pour structurer l'obligation de résultat. Le diagnostic, finalement, va nous amener à prendre du recul sur les moyens qui sont en place au niveau du service achat pour aboutir finalement à une feuille de route d'obligation de moyens, on va dire à moyen terme. Hein, on ne va pas faire la feuille de route sur 4 ans, mais plutôt une feuille de route sur 1 an à 2 ans, ce qui différencie avec la stratégie. Et on va avoir aussi une feuille de route d'obligation de résultat, c'est-à-dire on va se poser la question, en fonction de certains critères qu'on va regarder, quel est actuellement notre niveau de management de la performance économique, c'est-à-dire à quel niveau est optimisée la performance économique par les achats. Les achats, c'est en moyenne 60% du chiffre d'affaires des organisations, donc ces 60%, comment sont-ils gérés? Quel est le niveau d'optimisation économique? Évidemment, le management du risque. Quel est notre niveau de management du risque? Évidemment, plus on est bas en maturité, plus le risque, en fait, finalement, est central dans les attentes relatives à la fonction achat et approvisionnement, d'ailleurs. Le management de la RSE, qui est une obligation réglementaire pour la majorité des entreprises à partir de l'année prochaine, notamment avec la CSRD. Quel est notre niveau de management de la RSE? Est-ce qu'on est dans du pure greenwashing ou est-ce qu'on est dans la vraie intégration de la RSE au cœur des processus, avec des résultats qu'on génère, etc. Évidemment, quel est le niveau de management des attentes des parties prenantes? Hein, ça va évidemment, si on fabrique un produit qui est à destination de consommateurs, évidemment des clients, qu'ils soient B2C, B2B, des parties prenantes internes, évidemment, qu'on appelle souvent les clients internes, la direction et les actionnaires. Il faut savoir qu'il y a des attentes par rapport à ça. Hein. Si on manage mal la performance économique, si on ne répond pas aux attentes RSE, si on manage mal le risque, on répond mal aux attentes de la direction et des parties prenantes. Puis ça va jusqu'aux médias, jusqu'aux instances réglementaires, etc. Donc en gros, le diagnostic, c'est quoi? J'identifie où est-ce que j'en suis en termes de structuration de mes obligations de moyens. Je définis ma feuille de route vers l'excellence opérationnelle. Évidemment, si on est très très loin de l'excellence opérationnelle, c'est une feuille de route de moyens pour venir consolider ma génération de résultats. Et le diagnostic va servir à identifier qu'est-ce que je peux aller chercher en termes de performance économique, quel est mon management du risque et comment je peux mieux manager mon risque, comment je peux mieux manager ma RSE et comment je peux mieux répondre aux attentes des parties prenantes, tout simplement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sébastien? Non, là, on a une bonne vision, effectivement, de l'approche sur les deux volets. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment complète et la RSE, comme on l'a évoqué, est vraiment pas un des leviers en fait qui nous permettent d'identifier les résultats de moyens et nos obligations. Et c'est pas le fondement sur lequel on découle l'ensemble de notre approche. On conjugue vraiment la triple performance.
J'en profite pour faire un petit coucou, comme les commentaires ne remontent pas cette fois-ci, hein, Stéphanie Bouvray, bonjour, bonjour Raymond, bonjour Nathalie, bonjour Amran, bonjour Eric, bonjour Riyad, bonjour Brice, bonjour, rebonjour Amandine, et on est bon. Alors, c'est parti. Alors, les enjeux, les objectifs du diagnostic. Alors, en fait, on va se poser la question de pourquoi on va venir réaliser un diagnostic achat. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un potentiel inexploité. On est tous aujourd'hui drivés par la performance. Les entreprises, surtout dans le contexte actuel, sont drivées par la performance économique, ont des gros enjeux de management du risque pour assurer soit leur croissance, soit justement éviter de se remettre dans des situations encore plus compliquées parce qu'on est mauvais sur les achats, sur les appros en tout cas. Et derrière, il y a tous les enjeux RSE. Aujourd'hui, il y a un potentiel aujourd'hui de ce qu'on appelle de triple performance qui est extrêmement important. Et la première étape, le premier indicateur, et vous avez un questionnaire qui sera disponible dans le support de ce live que vous pourrez réaliser pour vous positionner. En fait, il y a un premier élément qui est assez simple et pourtant ô combien essentiel, et c'est effectivement tout simplement de connaître son niveau de maturité achat, Sébastien, avec la fameuse pyramide achat, où on recense aujourd'hui 5 niveaux de maturité aux achats. Et il faut savoir que en fonction du niveau, on a vraiment des schémas universels qu'on va retrouver de la PME jusqu'au groupe du CAC 40, d'accord? Donc, il n'y a pas de réelle différence. Effectivement, on va avoir plus de groupes importants qui vont être plus structurés au niveau achat, parce que c'est difficile de façon de devenir grand si on n'est pas performant sur la façon dont on manage 60% de notre chiffre d'affaires et 80, voire 90% de nos impacts RSE. Donc forcément, les grands groupes sont plutôt des organisations qui ont su se structurer efficacement aux achats. Dans les PME, on va retrouver souvent effectivement des niveaux de performance achat et de management plus bas en termes de maturité. Mais globalement, quel que soit le niveau de maturité, c'est un petit peu toujours les mêmes constats qui vont ressortir. Voilà. Et donc, quand vous arrivez dans une organisation, quand vous vous posez les questions, même si vous y êtes depuis déjà longtemps, et vous décidez de prendre un peu de recul, déjà, connaître votre niveau de maturité, c'est un petit peu le métronome, c'est un peu la première étape à mener. Voilà. Et c'est ce qu'on fait avec Sébastien, en fait, très régulièrement quand on accompagne les entreprises, et c'est ce que font aujourd'hui l'ensemble des consultants que nous positionnons dans les entreprises, et évidemment, nous apprenons à l'ensemble de nos apprenants qui intègrent notre école. Effectivement, voilà, quel est mon niveau de maturité? Parce que souvent, on va retrouver sur les niveaux bas, on va retrouver des organisations, on va avoir des terminologies d'acheteurs. Ça nous arrive d'avoir des gens qui s'appellent acheteurs et qui sont dans un niveau de maturité. Ils sont ni acheteurs ni approvisionneurs, parce qu'en fait, ils sont dans une vision quotidienne, ils gèrent des ruptures, le RP est extrêmement mal exploité, donc les stocks sont plus ou moins faux, les prévisionnels sont peu pilotés, et la segmentation achat est absente, voire perfectible, il n'y a rien en fait. On est plus sapeur-pompier que acheteur ou approvisionneur à ce niveau-là. En niveau 2, on va être plus dans les approvisionnements, avoir une vision mensuelle, on va planifier les besoins. En général, on négocie avec les fournisseurs en fin d'année quand ils nous annoncent une hausse. On va essayer de réduire la hausse en fait. On n'est pas du tout dans le management de la performance économique efficace. On fait que réduire la hausse. En général, à ce niveau-là, on va commencer à voir apparaître le fait de cocher des indicateurs RSE, EcoVadis, signature de charte, type RFR, qui sont de très bons modèles, mais qui sont des indicateurs finalement et des engagements. C'est la première étape, mais on ne fait pas encore réellement de réduction d'impact environnemental, par exemple. Ce n'est pas en cochant des indicateurs, par exemple, même si on a une très bonne note EcoVadis, on peut quasiment ne rien avoir fait. Il faut le savoir. Donc là, on est vraiment sur le début d'intégration de la dimension RSE, qui est en général poussée par la direction générale ou par des services connexes comme la communication et le marketing, voire parfois des services RSE s'ils existent. Ils vont nous demander de valider des indicateurs. On va devoir faire une politique achat, on va devoir intégrer des critères RSE dans nos... Voilà, on va faire signer des chartes à tous nos fournisseurs comme quoi ils s'engagent à, mais réellement, on ne fait pas vraiment changer les choses. On va commencer à mettre les pieds là-dedans. Si je peux commenter, Guillaume, il y a des points qui sont assez frappants avec cette pyramide. Et notamment, on se rend compte quand on se pose sur des critères bien spécifiques pour évaluer notre maturité, qu'il y a une différence entre ce que l'on pense savoir de l'activité et ce qu'elle est réellement. Et donc là, je rebondis sur un super commentaire donc c'est Selena, je crois, qui nous a répondu et qui nous dit, mais en fait, j'ai fait le diagnostic et je me suis rendu compte que ce que la direction m'a présenté, de ce que moi, j'en découvre, et des fois de ce que les acheteurs en place présentent aussi de leur côté, il y a une différence assez folle dans les niveaux de maturité
que chacun voit de la réalité des achats dans l'entreprise. Et en fait, cette pyramide de maturité, elle a cet avantage de définir des critères assez précis qui nous permettent de, entre guillemets, d'avoir un point. Je maîtrise, j'ai pas, je maîtrise pas. Et c'est vraiment très intéressant pour se positionner parce que très souvent en formation ou en consulting, la première question, on va avoir en fait deux types d'entreprises. On va avoir des entreprises qui nous disent nous, on est niveau 4 et d'autres qui vont dire ah ben nous, en fait, on est niveau 1. Donc finalement, les deux sont au niveau 2. Donc on va avoir celles qui se dévalorisent. Souvent, c'est le service achat quand on leur pose la question. Et ce qui se valorise, se survalorise, souvent, c'est la direction. On dit bah nous, au niveau 3 quand même. Ouais, c'est vrai, c'est très vrai. C'est très drôle aussi parce que nous, en tant que manager de transition, que experts qui venons dans les entreprises, ben, c'est toujours un peu touchy quoi, d'amener les entreprises à se dire ouais, en fait, tu as une vision de toi-même qui, par rapport à ce que tu as mis en place comme moyen, et ben, qui est un petit peu en décalage entre la vision et la réalité. Pardon. Donc, c'est hyper intéressant et ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, pour information. Donc, c'est très drôle, c'est notre quotidien, ça. Donc, effectivement, là, on va être dans du management des approvisionnements et on va voir, regardez ici, on va commencer à utiliser l'IA. Il faut savoir que la pyramide est mise à jour chaque année. Elle vient d'avoir sa mise à jour 2026. Et donc, effectivement, parce qu'on est bientôt en 2026, c'est incroyable. Ça va très, très vite. Et effectivement, l'IA, on commence à l'utiliser dans ces niveaux-là pour venir corriger des mails, nous aider à mieux rédiger un texte. Peut-être on va commencer à l'activer pour enregistrer des réunions et nous faire des comptes rendus. Voilà, c'est de l'IA bureautique. Quand on passe dans le niveau 3, on va être plutôt sur une vision annuelle. La vision annuelle, c'est un bon indicateur. Plus on monte en maturité, plus on travaille sur une vision long terme. Rappelez-vous ça, ce qui est logique. Plus on va rentrer dans une approche stratégique de la fonction et experte. Donc là, le niveau 3, on est plutôt dans une vision annuelle. On va manager la performance économique par les leviers commerciaux, appel d'offres, massification, contrat pluriannuel. On va commencer à intégrer les formules de révision de prix, etc. Surtout, on va manager le risque. C'est-à-dire qu'on va mettre en place, par exemple, des bisources pour éviter que si un fournisseur pour éviter nos dépendances à un seul fournisseur, on va mettre en place des contrats pluriannuels qui peuvent nous permettre d'être priorisés en cas de soucis global, de cas de force majeure, etc. Donc, on va vraiment manager la performance économique par les leviers commerciaux et manager le risque aux achats. En général, on commence à avoir des achats responsables en mode projet. Donc là, le grand classique, c'est je fais passer ma flotte de véhicules en hybride, je mets des panneaux solaires et je fais travailler du personnel handicapé pour entretenir les espaces verts. Et puis, j'ai l'impression de faire de la RSE, voilà, ce que j'appelle faire des achats responsables en mode projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien de faire ça, attention, c'est quelque chose d'intéressant. Mais dans une entreprise industrielle où 90% des impacts sont sur ce qu'on fabrique, faire ça, c'est un petit peu tuer les moustiques versus assécher le marais. Ça permet de comprendre la portée de ces projets. On travaille vraiment sur des sujets à la marge. Ça, c'est typique du niveau 3 de maturité. On n'a toujours pas assimilé que l'intégration de la RSE va être bénéfique à la performance économique. Et donc, surtout, on cantonne les achats responsables à des sujets très peu stratégiques, à très faibles enjeux économiques. Et puis surtout, on le fait pour communiquer pour donner une bonne image de la société. Voilà. Dans ces niveaux-là, on trouve parfois des personnes qui sont en charge des achats responsables, vous voyez, dans les services, comme si achat et achat responsable étaient séparés. Donc, il y a les achats irresponsables, les achats responsables, pour la blague. J'ai pu me retrouver dans une très, très grande entreprise que tout le monde connaît, où il y a ces deux directions qui sont séparées, quoi. Je me suis permis de donner cette information et ça a beaucoup fait rire. Effectivement, ça fait prendre du recul sur ça. En général, ici, on va intégrer l'IA sous forme de projets ciblés, d'accord, et on va aussi l'avoir dans nos actions quotidiennes. Alors, les projets ciblés, c'est quoi? On va avoir des assistants de négociation, par exemple. Pour information, on vous en donne un gratuit sur notre site internet qui s'appelle Hector, qui vous permet de préparer vos négociations en un minimum de temps. On va avoir des IA qui vont nous aider à faire des sourcings. On a une IA qui s'appelle Sherlock qui permet de faire des sourcings qui auraient duré 3 semaines. On les fait en 15 jours. On va avoir des IA qui nous aident à rédiger les appels d'offres. On va avoir des IA, vous voyez, pour tous les sujets un petit peu typiques du cœur de métier, mais qui sont un petit peu en dehors du processus, qui restent des sujets très ciblés. Et on va avoir ici, évidemment, le data management financier. On va voir, Sébastien, que c'est essentiel. Le niveau dessus, je vais aller très rapidement, c'est l'intégration des leviers techniques. Donc là, par exemple, on va évidemment faire des appels d'offres, des contrats pluriannuels, de la négociation, etc. Mais on va y ajouter les leviers techniques qui peuvent être d'avoir la vision du coût global. Et on va se rendre compte, par exemple, si on achète des flottes de véhicules, de camions,
imaginons qu'on soit un transporteur, on achète des camions. Bah, là où avant, au niveau 1, on se contente de négocier chaque année, et puis on nous annonce 8, on finit à 4, on a l'impression d'avoir fait une bonne négociation. Niveau 3, on va faire des appels d'offres avec les fabricants de camions, des contrats pluriannuels, on va massifier. Si on a plusieurs sites, on va faire un seul appel d'offres qui va réunir tous les besoins. Et le niveau 4, on va vraiment se dire, bah, attends, sur la durée de vie de mon camion qui fait 1 million de kilomètres sur 4 ans, tout ça est vrai, évidemment, c'est des missions qu'on a pu mener. En fait, la consommation de carburant, c'est 70% du coût de mon camion sur sa durée de vie. Je vais intégrer la consommation et je vais essayer d'intégrer des leviers qui vont permettre de réduire la consommation. Et par exemple, on va se rendre compte qu'on peut mettre en place, on peut travailler sur la puissance des véhicules, sur évidemment les carburants, on peut travailler sur l'aérodynamique des véhicules, on peut travailler sur certaines options qui permettent de réduire la consommation, on peut travailler sur l'éco-conduite des chauffeurs. Et tout ça permet de réduire drastiquement les coûts. Pour vous donner un ordre d'idée sur ce projet en question, sur 100% de gains, pour vous donner un ordre d'idée, on avait fait 20% d'économie sur le coût global de la flotte. 20%, c'était les leviers commerciaux, appel d'offres, contrats pluriannuels, formularisation de prix. Et 80%, c'était les leviers techniques, à savoir la baisse de consommation des véhicules, qui était de l'ordre de, je crois que c'est 20%, la réduction globale du budget, c'était 12%. Ça date un peu, mais effectivement, les gains liés au levier technique, c'est 80% des gains. Donc, c'est énorme en fait. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus performant en intégrant les leviers techniques, en restant cantonné aux leviers commerciaux. Et là où ça devient très intéressant, rappelez-vous, la baisse de consommation, en baissant la consommation, on a réduit les coûts. Et évidemment, quel plus beau moyen de réduire les impacts RSE et environnementaux sur un sujet que, par exemple, celui que j'ai donné, sur les flottes de camions, que, par exemple, baisser la consommation de carburant de 20%. Vous baissez directement l'impact environnemental, et c'est facilement mesurable, puisque la consommation des camions, il n'y a pas plus suivi en termes d'impact CO2 que la consommation des véhicules. Et en plus, la mise en place de l'éco-conduite va réduire l'accidentologie, etc., etc. Et donc, du coup, on est vraiment dans une démarche sociale et sociétale très forte. Donc, vous voyez le lien entre performance économique et réduction des impacts RSE. Bon, bref. Voilà. Et à ce niveau-là, c'est pas l'idée, c'est pas de faire quelle heure il est ? Ouais. De trop nous attarder sur la maturité, mais il faut comprendre que tout ça va vous donner évidemment une vision très précise de votre service. Et donc, très rapidement, vous allez savoir quels sont les moyens mis en œuvre, quels sont les moyens à mettre en œuvre. Typiquement, à un niveau 1 de maturité, vous savez que la data va être hyper éclatée, ça va être très dur de structurer vos tableaux de bord, etc. Alors que si vous êtes dans un niveau 3-4, normalement, le data management financier est beaucoup plus simple. Est-ce que tu as un commentaire à faire, mon cher Sébastien ? Non, je pense que là, sur la partie pyramide, qui finalement est un peu le fond de notre diagnostic, parce que globalement, on explique à chaque fois aux entreprises dans lesquelles on intervient vers où on va les amener. Voilà, le seul commentaire que je peux faire, c'est que donner une direction, donner l'information de où on va, c'est un élément assez essentiel, finalement, qu'on fasse un diagnostic ou pas. Quand vous êtes acheteur dans une entreprise, responsable achat, assurez-vous que tout le monde sache dans quelle direction vous partez et pourquoi vous y allez. Voilà. Ouais. Effectivement, c'est essentiel. Alors, je reviens une dernière fois dessus, mais si on devait résumer le rôle d'un directeur achat, finalement, c'est de venir développer la maturité de son service, tout simplement. Vous arrivez dans une structure, vous devez développer la maturité du service. C'est un métronome de la santé et de la bonne réalisation de votre mission, en fait. Et sachez que c'est très bien compris par les directions générales. C'est ça qui est assez fort. C'est vraiment un pilier qui est immédiatement compris par la direction générale. Et là où ça va devenir extrêmement intéressant, pourquoi je monterai en maturité, Sébastien ? Pourquoi je dois monter en maturité ? Eh bien, parce que mon obligation de résultat, aujourd'hui, plus on va monter en maturité, vous l'avez compris ici, plus on va être bas en maturité, plus c'est du management du risque qui nous anime. On veut faire en sorte que la marchandise arrive. Plus on va monter en maturité, plus on va mieux manager la performance économique. Puis à un moment donné, on va carrément manager la RSE et les attentes des parties prenantes de manière beaucoup plus forte. Et donc, plus on monte, plus on est performant et moins on a de problèmes. C'est ça. Moins on a de problèmes, plus on est performant. C'est un cycle assez immuable. Et plus on est performant et moins on a de problèmes, plus l'entreprise se développe, plus les services transverses ont envie de travailler avec vous, plus la direction vous valorise. Et bon, voilà, en fait, on ne fait que aller vers le meilleur. Oui, tout à fait. Alors, je remonte les commentaires de Sarah Maï, j'aime bien le cointre. Pas sûr que assécher le marais, quand on parle de RSE, soit la meilleure métaphore. Les marais sont des écosystèmes nécessaires, même si je ne suis pas fan des moustiques. Tu as tout à fait raison, Sarah. L'idée, c'était de faire une image. Il faut savoir que la méthode Impact 3 est
inspiré du biomimétisme, hein, pour ceux qui ont lu le livre qui est sorti aux éditions Duno, hein, une entreprise durable, c'est quoi des achats durables pour une entreprise triplement performante, je vais même oublier le titre de mon livre, c'est quand même pas mal, qui a été rédigé avec pas mal d'experts de la fonction. On est vraiment dans une approche biomimétique puisqu'on estime qu'aujourd'hui, reproduire les fonctionnements universels est le meilleur moyen de faire des entreprises performantes. Donc, voilà, mais je rebondis, Sarah, et je trouve ça très drôle. Loukil qui nous dit « Hello les achats et appro, c'est pas le même métier ». Ben, on est tout à fait d'accord avec toi, Loukil. Effectivement, il n'y a pas de service achat performant sans service appro performant. Et en fait, on doit structurer les deux pour pouvoir avancer. Pour finir sur l'approche de maturité, comment on explique à une direction générale les enjeux de progression en maturité, c'est très simple. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'entre un niveau 2 et un niveau 3 de maturité, d'accord, vous avez ici les pourcentages de performance, entre un niveau 2 et un niveau 3 de maturité, en général, il faut savoir que les directions générales, quand tu leur parles finance, ils sont très à l'écoute. C'est très simple. Entre un niveau 2 et un niveau 3 de maturité, on va trouver entre 7 et 15% d'amélioration des budgets. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand un niveau 3 est bien structuré, il va générer sur un budget de 100 millions, entre 7 et 15 millions d'euros d'économies directes. Pour le coup, sur le niveau 3, c'est des économies directes sur les budgets. Donc, en fait, aujourd'hui, si on vous met des bâtons dans les roues sur le fait de venir structurer un service achat performant, il faut savoir qu'entre un niveau 2 et un niveau 3, c'est 7 à 15%. Je peux vous assurer, quand vous êtes, par exemple, sur un budget à 50 millions d'euros et que vous expliquez qu'il y a entre 3 et 7 millions d'euros à aller chercher, je peux vous assurer que les directions générales vous écoutent. Et entre un niveau 2 et un niveau 4, le niveau 4 est celui où on intègre la vraie RSE, hein, pas celle qui coûte de l'argent, mais celle qui intègre dans ses processus la RSE. J'ai donné un exemple de réalisation juste avant sur les camions pour démontrer qu'en fait, performance économique et RSE sont intimement liées quand on les approche dans une vision cycle de vie et TCO. Effectivement, on va avoir en moyenne entre 15 et 25% d'amélioration des coûts entre un niveau 2 et un niveau 4. Alors là, les coûts peuvent être directs et indirects. On va retrouver des améliorations de productivité, des réductions de consommation, etc., qui peuvent avoir un spectre plus large que de l'économie directe sur les budgets. Oui, et puis même de l'innovation. On peut avoir des très, très belles innovations. Là, moi, j'ai eu un exemple avec un acheteur qui s'appelle Jean-Sébastien, qui m'expliquait la problématique qu'il avait. Il travaillait dans une société qui, globalement, installe des équipements dans le monde entier depuis 40 ans. Et le problème de ces équipements, c'est que il y a des pièces qui cassent, qu'il faut remplacer. Et lui, c'était l'acheteur des pièces cassées, avec des centaines de milliers de références, des choses souvent assez introuvables. Et passer du niveau 3 au niveau 4 pour son entreprise, c'est notamment intégrer une imprimante 3D sur des pièces métalliques pour lui permettre, quand les plans sont bien documentés et bien faits, d'arrêter de stocker inutilement des centaines et des centaines de références sur 30 ou 40 ans, mais de venir produire la bonne pièce au bon moment pour répondre à son client dans des délais courts. Parce qu'évidemment, vous imaginez une pièce sur une machine qui casse, c'est une chaîne de production qui s'arrête. Et donc là, on a justement des options qui sont développées par les achats qui vont bien au-delà en fait du traditionnel fonctionnement qui était de faire un sourcing, d'avoir plusieurs fournisseurs. Quand vous êtes sur des problématiques aussi importantes et que vous voulez réduire en fait les coûts de production, que vous voulez réduire les impacts environnementaux, parce que vous imaginez bien que faire surproduire des pièces qui seront peut-être jamais utilisées, qu'on finira par jeter au recyclage, c'est une catastrophe versus produire ce que l'on a besoin au bon moment pour son client. Oui, tout à fait. C'est un véritable enjeu. Pour terminer sur la perspective de performance, regardez, une entreprise de niveau 2 va très peu manager son risque en réalité. Par contre, un niveau 3 va très bien manager son risque, enfin beaucoup mieux. Voilà. Par exemple, en mettant en place des bisources, des contrats pluriannuels, les leviers commerciaux et du coup de management du risque vont être activés. Il y a une question de Frédéric Steiger, je ne sais pas, Frédéric, comment on prononce ton nom de famille. Combien de temps pour passer du niveau au niveau 3? Alors, j'imagine du niveau 1 au niveau 3 ou du niveau 2 au niveau 3. Du coup, ça dépend, Frédéric. Si tu es niveau 1, pour passer à un niveau 3, ça dépend évidemment des moyens que tu vas mettre en place. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Effectivement, ça dépendra du nombre d'acheteurs que tu vas avoir dans ton équipe, de leur niveau de compétence, du temps qu'ils vont pouvoir accorder à la structuration du service. Mais disons que si tu mets en place les moyens, passer du niveau 1 au niveau 2, on est en train de le faire d'ailleurs, Sébastien, en ce moment même dans une entreprise, structurer le niveau 2 de maturité. Bon,
évidemment, je lance un live, il y a des travaux qui sont lancés derrière moi. C'est toujours pareil, je ne sais pas si tu entends, Seb. Mais bon. Oui, mais j'ai eu la même chose, j'ai eu de la livraison. Tu es là, ils ont décidé de faire passer tous les engins de chantier de Toulouse derrière moi. De 11h à midi, ils ont attendu 11h. Je crois que Seb démarre son live là à 11h. Allez, on va faire passer tous les… Je rigole pas en plus, hein. Tu les entends derrière? Bon, passons. On les voit passer, ouais. C'est vrai? Oui. Non, mais c'est quoi? C'est pas possible, ils refont la route ou quoi? Ah non, Ils font les espaces verts, hein. C'est génial. Bravo, c'est voilà, on a un monsieur avec des lunettes de soleil qui est en train de tondre la pelouse derrière moi. Voilà, on a un live par mois. Il faut que ce soit pile sur ce créneau-là qu'il passe. C'est formidable. Aurélien, si tu m'entends. Donc, Frédéric a précisé, c'est de niveau 2 au niveau 3. Voilà, de niveau 2 au niveau 3. Donc, tu mets à peu près, considère que tu mets à peu près… dans 2 ans. Non, niveau 2, niveau 3, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de pas mal de facteurs, si tu es multi-business unit, si tu es mono-business unit. Disons que dans une PME, passer du niveau 2 au niveau 3, ça peut se faire en 6 mois à 1 an, avec les bons moyens et la bonne approche méthodologique, évidemment. Passer d'un niveau 2 à un niveau 3 dans un grand groupe, imaginons que tu aies une dizaine de business units, ça peut vite prendre 18 à 24 mois. Voilà. Il faut des ressources. Il faut des ressources et il faut du temps. Il faut que Frédéric puisse allouer quasiment 30 à 40% de son temps à faire de l'optimisation et de l'amélioration. Si Frédéric finit ses journées à 19h30 et qu'il commence la journée d'amélioration de 19h30 à 20h, je connais bien, et c'est compliqué pour lui, quoi. Ça va être compliqué pour mettre en place quoi que ce soit assez rapidement. Oui, tout à fait. Donc voilà pour la performance économique. Donc vous voyez, 7 à 15% d'un niveau 2 à un niveau 3, donc ça vaut le coup d'investir pendant 18 mois pour aller chercher ces viviers de gains. Et passer d'un niveau 2 à un niveau 4, on est entre 15 et 25% d'économies directes et indirectes qui vont être liées à ça. Donc c'est énorme. Sur 100 millions d'euros, c'est 15 à 25 millions. C'est énorme les gains qu'on peut aller générer. Et dit comme ça peut paraître fou, mais mécaniquement, c'est très compréhensible. Quand tu n'as pas activé tes leviers de performance économique commerciaux, quand tu n'as jamais fait d'appel d'offres, jamais fait de contrat pluriannuel, de massification, etc., tu fais 7 à 15% de gains. C'est comme ça. C'est immuable et c'est pareil dans toutes les boîtes. Et ensuite, du niveau 2 au niveau 4, c'est un peu plus dur à estimer parce que les leviers techniques sont différents d'une catégorie à une autre. Alors que les leviers commerciaux, c'est toujours les mêmes. Que tu travailles sur des achats de camions, de prestations intellectuelles, d'emballage, de CAPEX, de ce que tu veux, en fait, tu peux toujours faire des appels d'offres, toujours massifier, faire des contrats pluriannuels, etc. Les leviers commerciaux ne changent pas d'une catégorie à une autre. C'est toujours les mêmes. Par contre, les leviers techniques sont spécifiques à chaque marché fournisseur. C'est là où on a le plus de gains, mais c'est là aussi où ça nécessite une analyse beaucoup plus fine. Au niveau 2, au niveau 3, on va manager le risque. Niveau 3, à partir du niveau 4, on manage réellement les impacts RSE et les attentes des parties prenantes, on va les manager de mieux en mieux, effectivement, au fur et à mesure de notre progression. Voilà. Donc ça, comprenez que c'est le slide à présenter à une direction générale pour dire voilà pourquoi il faut qu'on pousse un peu le diagnostic, parce que les enjeux de performance sont très importants et en général, on n'a pas de soucis en interne. Les directions comprennent parfaitement le message. Voilà, ce qu'il faut, c'est pas se planter derrière, puisque évidemment, si au bout de 18 mois, il n'y a toujours rien, et ça va mal se passer. Alors, on va commencer par le diagnostic organisationnel. Sébastien, est-ce que tu as des… Tu veux, avant qu'on passe là-dessus, faire un commentaire ou c'est bon pour toi? Non, je pense qu'on peut avancer. On peut avancer sur le sujet. Allez, on va aller directement sur le logiciel. Je pense que c'est sympa de le voir en action, comment on fait un diagnostic opérationnel. Donc, sachez qu'en fait, aujourd'hui, cet outil-là, c'est quelque chose qui est intégré à nos formations. Tous nos consultants l'utilisent. Le gros intérêt, c'est qu'on va réunir l'ensemble des livrables au sein d'un même outil. Donc, ça permet aux organisations, soit qu'on accompagne sous la forme d'un diagnostic derrière, d'avoir tout au même endroit et de pouvoir déployer derrière les choses immédiatement. Et de l'autre côté, ça va permettre dans un écosystème de formation que vous puissiez exploiter et mettre en application les choses. Si vous êtes en poste directement sur vos cas d'entreprise, si vous êtes au sein de nos programmes, de faire vos cas pratiques sur la plateforme, ça permet d'avoir une approche beaucoup plus rapide, surtout qu'il n'y a que comme ça qu'on peut intégrer notamment les intelligences artificielles à leur juste niveau. Il faut comprendre que là, vous avez aujourd'hui une quarantaine d'intelligences artificielles qui sont à disposition.
Vous imaginez demain avoir une extension de votre service. Vous êtes tout seul, vous arrivez, vous avez 40 experts qui sont là pour vous aider dans toutes les phases de votre métier, de la négociation, rappelez-vous, niveau 3, négociation, appel d'offres, sourcing, jusqu'à des analyses stratégiques beaucoup plus poussées. Et on va commencer par une vision d'analyse stratégique qui est l'excellence opérationnelle. Vous avez aujourd'hui 6 grands axes de l'excellence opérationnelle. On va retrouver évidemment les ressources humaines et les compétences. Basiquement, comment sont gérées aujourd'hui dans mon service mes ressources humaines et mes compétences? Est-ce que j'ai suffisamment de ressources humaines? Est-ce qu'elles ont les compétences? Et vous allez définir des notations sur chaque critère, les OEI, Operational Excellence Indicator, très simplement, qui vous permettent d'identifier voilà, quelle est la qualité d'intégration des nouveaux salariés, comment sont gérés mes approvisionnements, quelle est la maîtrise de la négo, quel est le niveau d'activation de levier, comment sont mes équipes, quelles sont les compétences de mes équipes. Parce qu'effectivement, si tu vises, par exemple, si tu es niveau 1 ou niveau 2 et que tu vises un niveau 3 ou niveau 4, tu dois avoir des équipes qui sont suffisamment structurées. Parce que si tu n'as personne, tu n'as pas besoin d'avoir de compétences. S'il n'y a personne, tu as besoin d'avoir des équipes et qui ont les compétences pour être capable de t'amener dans ce niveau-là. Donc aujourd'hui, les compétences internes sont extrêmement importantes. Et vous avez ici, par exemple, Léonard, qui est dédié vraiment pour vous aider. Vous voyez ici, je montre rapidement, mais son métier à Léonard. Donc là, vous êtes sur notre IA internalisée. Son métier, vous lui donnez les informations de votre société. Il faut savoir que dans le logiciel, on va bientôt intégrer une fiche avec toutes les infos de votre société et vous pourrez partager avec des IA qui sont en circuit fermé, c'est complètement protégé. Vous allez pouvoir travailler avec les IA, leur partager des documents, etc., pour venir travailler avec elles et vous aider à structurer plus vite votre diagnostic organisationnel. Alors, vous n'avez pas forcément besoin des IA, mais c'est quand même un gain de temps énorme. Donc, vous allez, pour chaque indicateur, Operational Excellence Indicator, HR, c'est pour Human Resources, et donc vous allez avoir tous les éléments, vous rentrez votre note et ça vous donne une indication de votre performance en termes de management des ressources humaines et des compétences. Vous allez faire le même travail sur la partie gouvernance, culture d'entreprise et valeurs, même travail sur votre approche processus, méthode, lean management et amélioration continue, même approche sur les outils et le management de données, également développement durable, RSE et achat responsable, et également innovation et technologie. Ça va vous permettre, à l'issue de votre diagnostic, on est toujours dans le diagnostic, d'identifier où est-ce que vous en êtes en termes d'excellence opérationnelle. Vous allez avoir vos résultats ici. Et si vous vous amusez, on parlait tout à l'heure de la différence de perception entre la direction générale et le service achat. Il est très intéressant aujourd'hui de faire répondre ce questionnaire à plusieurs personnes dans l'entreprise, proches des achats, pour pouvoir avoir finalement une vision un peu plus moyenne de la perception. C'est très intéressant parce que ça vous permet souvent de lisser un petit peu votre perception en tant que directeur achat ou consultant. Finalement, le résultat de ce diagnostic opérationnel devient le résultat de toute une équipe et beaucoup plus accepté. Donc voilà, et là, vous voyez, par exemple, on est à 46%, donc plutôt bien en termes de ressources humaines et de compétences, 34% en termes de gouvernance, 35% en termes de méthode, 33% en termes d'outils et de management des données, 36% sur le management du développement durable et 36% sur tout ce qui va être innovation et technologie. Avec ici, vous voyez un arbre qui vous permet de comprendre exactement où vous en êtes. Et vous l'avez compris, ce pourcentage, l'idée, ça va être de l'améliorer. Et donc, en fonction de vos réponses aux EEI, vous avez OEI, un Operational Excellence Indicator. Vos notes vous enclenchent automatiquement des projets. Alors, vous n'avez pas besoin du logiciel, évidemment, pour faire ça, mais c'est pour vous présenter l'approche méthodologique, évidemment, qu'il y a derrière. Operational Excellence Project. Donc, les indicateurs, s'ils sont mauvais, si ma note est trop mauvaise, ça va m'enclencher automatiquement un OEP, un Operational Excellence Project, en fonction des différents sujets. Donc, par exemple, sur les ressources humaines, en fonction de mes réponses. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une note de 4, c'est assez bas. Pourquoi ne pas monter un programme de montée en compétences en négociation des acheteurs, donc former mes équipes à la négociation. Et ça va nous proposer tout seul, en fait, des projets, sachant que vous avez encore une fois une IA qui est spécialisée là-dedans, Isaac, qui est spécialisé en fonction des réponses à votre diagnostic organisationnel. Il va vous suggérer aussi des OEP, donc des projets d'excellence opérationnelle pour venir structurer votre service. Vous complétez ça, vous venez consolider vos données, quel est le niveau d'urgence, quel est le coût de ce projet-là, vous attribuez un référent projet et derrière, à la fin, ça vous donne en fait tout simplement des plans d'action d'excellence opérationnelle qui vous permettent de définir des vagues de projets et de venir petit à petit structurer, rappelez-vous, toute l'obligation de moyens, ce qu'on a vu sur le premier slide de ce live, toute l'obligation de moyens pour venir structurer une feuille de route visant à être performant aux achats, tout simplement. Est-ce que tu as des commentaires, Sébastien, par rapport à ça?
Est-ce que ça vous parle, là, les personnes Je pense présentes? qu'on a un superbe outil, là. Ben ça, c'est sûr. On a un Alors, superbe outil pour justement venir centraliser les livrables. C'est exactement ce qu'expliquait Guillaume. Là, je peux vous garantir que c'est assez facile de pouvoir argumenter auprès d'une direction, auprès des équipes, quand vous êtes en capacité justement d'avoir un outil qui sort un peu d'Excel, on va pas se le cacher, et qui est un peu le seul aujourd'hui en capacité de venir formaliser l'ensemble de votre évaluation pour une entreprise donnée à un moment donné. Donc, c'est et vous ça. pouvez les reprendre, vous pouvez l'enregistrer et le reprendre. Ça, C'est top. En fait, ça te permet très, très simplement, une fois que ton plan d'action est fait avec tes équipes, tu sais, par exemple, là, je clique sur un profil de mon équipe, je sais quels sont les projets qui sont en gestion par cet acheteur-là, quels sont les projets en gestion par Paul, par Frédéric, je sais exactement qui doit faire quoi. Et donc, c'est extrêmement utile pour pouvoir avancer et structurer cette fameuse obligation de moyens de manière très claire. Et en plus, vous avez des budgets qui sont alloués. Vous voyez, sur un recrutement, vous savez, là, vous devez recruter un catégorie manager packaging. Là, vous prévoyez un budget de 53 000 euros par an et un délai de recrutement entre août et décembre, par exemple, avec une criticité très importante, parce que s'il n'y a personne pour aller optimiser les budgets packaging, et imaginons que ce soit un budget important, on va le voir juste après, en fait, vous allez être dans une situation tout à fait délicate. Je te propose, Sébastien, on passe à l'obligation. Je vois le temps qui passe, on va passer à l'obligation de résultat. Bah oui. On va parler tableau de bord. Est-ce que tu veux parler justement des tableaux de bord? Voilà, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que récupérer, consolider, formaliser un tableau de bord, c'est essentiel. Dans les livrables qu'on va retrouver dans un diagnostic, le tableau de bord, c'est un petit peu la livrable centrale. Sébastien, c'est toi qui es référent chez nous sur la récupération et la mise en forme des données au niveau des diagnostics. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Je vais faire tourner un exemple de livrable tableau de bord, sachant que, pour information, c'est intégré au logiciel à partir de la fin d'année. Donc, on va avoir les tableaux de bord en plus automatisés sur le logiciel. Mais en attendant, vous voyez, les livrables de diagnostic, c'est très efficace de toujours l'utiliser sur Excel, Power BI et autres solutions. Ce qui est intéressant, c'est que sur le logiciel, on avait une zone portefeuille. Ouais. Et en fait, cette zone portefeuille, à un moment donné, il faut arriver à la définir. Mais d'ailleurs, je vais reprendre un peu l'exemple de Selena, qui nous expliquait qu'elle l'avait mis en place. Donc, c'est quelqu'un qui s'est formé chez nous, qui, à la fin de sa formation, a intégré une nouvelle entreprise, parce que c'est quelqu'un qui était au France Travail. Et derrière, en fait, la première étape qu'elle a mise en œuvre dans son objectif de diagnostic, c'est effectivement le tableau de bord de l'ensemble des dépenses de l'entreprise, dans lesquelles elle est venue redéfinir un peu les catégories achats de l'entreprise sur, on va dire, une logique achat, parce que souvent, en fait, les catégories ne sont pas définies par la logique achat. Des fois, elles ont été définies il y a longtemps, il y a très longtemps. Et en fait, quand elle a présenté les éléments, c'est ce qu'elle met dans son commentaire, elle a vu une différence importante entre ce que la direction a dit des dépenses, du budget, du fonctionnement des familles, et ce qu'elle a obtenu. Oui. Donc, en fait, ça, on s'en rend compte à chaque fois, et l'outil tel que Guillaume vous l'a présenté, donc là, on le voit en tout petit sur la page Canva. Ouais, c'est ça. Je suis en train de... Je ne suis pas sur le bon ordinateur, mais je suis en train de télécharger le tableau pour l'ouvrir. D'accord. Mais globalement, en fait, même moi, je suis toujours surpris de voir les effets de l'outil en entreprise quand on présente effectivement notre premier tableau de bord. Franchement, l'ensemble des directions sont assez bluffées de voir les résultats, de voir les choses pilotables très rapidement, même celles qui ont finalement des outils assez poussés de statistiques. Alors, j'entends des ClickView, j'entends des tableaux, j'entends des interfaces développées dans le RP. En fait, on peut tellement aller sur du spécifique et du besoin de l'achat sur nos outils que on a un super résultat. Dites-vous que maintenant, là, on en est à interconnecter plusieurs sources de données dans nos éléments sur la base, effectivement, des outils de Microsoft.
notamment avec Power Query, pour ceux qui connaissent, hein, qui est un peu le moteur de Power BI pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Et aujourd'hui, on a un super succès. Ça nous permet de parler sur quelque chose qui est chiffré, qui est évalué. Et sur cette base-là, effectivement, on peut avancer. On peut avancer quelque chose et on peut, on va dire, évaluer les impacts économiques de nos portefeuilles. Hein, on va le voir dans le logiciel. On a une partie où on va évaluer chaque famille. On va pouvoir les évaluer parce qu'on sait les comparer les unes aux autres par rapport à leur engagement financier. Ouais, c'est ça. Imaginons, vous faites un diagnostic et en fait, vous structurez ce type d'outil-là. Alors là, c'est une version évidemment poussée. Vous n'avez pas besoin d'en faire une version aussi poussée. Vous faites avec les données que vous avez, vous venez les enrichir. Hein, c'est un savoir-faire, hein, évidemment. Mais en gros, demain, vous êtes capable de dire directement dès le diagnostic, s'il n'y avait rien, vous êtes capable de dire combien on a dépensé en bouteilles en verre de la référence 0,5 carré en juillet 2021, quoi. Vous voyez, vous avez les chiffres qui se mettent à jour tout de suite. Et si vous allez plus loin, c'est-à-dire quand vous atteignez le niveau 4, vous avez carrément les impacts CO2 des produits que vous achetez. Vous pouvez même faire apparaître, vous voyez ici, 0,187, c'est le coût en 2021. En 2018, on était à 0,277. Et pareil pour l'impact CO2. Hein. Tu es à 0,247, il passe à 0,203. Et vous pouvez complètement piloter, si vous regardez ici, vous pouvez complètement piloter l'évolution des impacts financiers, extra-financiers, vos gains financiers, extra-financiers directement sur vos tableaux. Donc, c'est aujourd'hui, même si lors du diagnostic, c'est une version un peu plus financière, évidemment, de ce tableau, vous arrivez, vous présentez ça, tout de suite, vous êtes, j'ai fait une inception là sur l'écran, attends, tout de suite, vous êtes pris au sérieux, quoi. Hein. C'est complètement ça l'idée. Hein. C'est même un peu un point bloquant. En réalité, quand vous avez vraiment aucun outil de gestion d'information et de data, que vous n'avez aucune compétence à utiliser ce genre d'outils. Alors, quand je parle d'outils, moi, je vais vous parler d'Excel parce que au moins Excel, vous êtes sûr que l'entreprise va l'avoir. Ouais. Aujourd'hui, des outils, admettons que vous êtes super fort sur Tableau, ClickView, vous quittez votre entreprise, vous allez ailleurs. Vous faites comment pour imposer un nouvel outil quand l'entreprise n'a pas envie que vous imposiez un nouvel outil? Il ne faut pas oublier qu'en plus, quand on propose des outils, nous on le voit bien avec Guillaume, faire intégrer à une personne ou à un groupe de personnes un nouvel outil, et on le voit avec l'IA, un seul, c'est déjà compliqué. Quand vous arrivez avec, on va utiliser ça, c'est très compliqué. L'avantage, c'est qu'Excel, tout le monde le maîtrise, tout le monde le connaît. Et votre outil, même la direction, si vous leur communiquez, avec les bonnes règles, entre guillemets, de confidentialité et de collaboration, vous avez des gens qui vont pouvoir utiliser votre outil. Oui, tout à fait. Et les avantages aujourd'hui de créer des espaces comme ceux que l'on crée chez SWOT depuis maintenant une grosse dizaine d'années, c'est qu'en fait, vous avez des modèles qui sont prêts à l'emploi, donc ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, notamment des modèles de tableau de bord. Ici, vous avez un modèle de tableau de bord qui vous permet très, très rapidement d'aller récupérer des datas, de les mettre en forme, de les présenter. Et là où ça pourrait vous prendre une éternité de faire ça, vous allez le faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Alors, c'est bien de faire un tableau de bord, Sébastien, mais on en fait quoi de ce tableau de bord? Derrière, par exemple, lors du diagnostic, on va faire une analyse stratégique de nos familles. Je prends ici, par exemple, imaginons qu'on achète des bouteilles en verre. Eh bien, je vais venir construire les indicateurs d'impact de la famille bouteille sur mes enjeux économiques. Vous retrouvez ici les SMR, Sustainable Management Reporting économique. On va retrouver un certain nombre de critères. On va définir des notations de criticité, des pondérations, des justifications de pourquoi on met cette note-là. Évidemment, on peut être assisté par l'IA. Là, vous êtes sur des IA vraiment une dernière génération, vraiment qui viennent nous aider dans des travaux à très haute valeur ajoutée, qui permettent de travailler, pour vous donner un ordre d'idée, entre 10 et 20 fois plus vite qu'avant. On parle de ça, quoi. C'est incroyable, avec de meilleurs résultats. C'est-à-dire qu'elle nous permet de vraiment enrichir nos réflexions. Elle ne fait pas le boulot à notre place, mais elle nous permet d'aller beaucoup plus vite, comme si on avait toute une équipe autour de nous d'experts pour nous aider. On va évidemment analyser les enjeux sur le risque. Quels sont les enjeux sur le risque de cette famille? Quels sont les enjeux sur la RSE? Et quels sont les enjeux sur les parties prenantes? Pour aboutir finalement à une analyse très simple, je vous montre rapidement. Vous avez ici, par exemple, une vision de vos familles en fonction des enjeux sur la performance économique et le risque, en fonction des enjeux RSE et parties prenantes. Donc, on est dans une vraie double matérialité pour le coup, pour ceux que ça intéresse. Et vous pouvez comparer vos familles en fonction de leur impact. On sait que la famille bouteille, par exemple, ici est stratégique, impact externe prioritaire, tel indice interne, tel indice sur la performance économique, sur le risque,
sur la RSE, sur les parties prenantes. Et ça vous permet finalement à terme de venir construire vos plans d'action d'entreprise et de présenter à l'issue d'un diagnostic une feuille de route où vous allez finalement définir sur quoi vous allez travailler en premier et pourquoi au niveau de vos achats. Et par exemple, ce que j'aime bien faire lors d'un diagnostic, et le diagnostic est quasiment terminé, hein, si vous calculez là, vous aboutissez à une analyse de maturité, donc vous avez par exemple ici une vision de votre maturité avec la pyramide, là, vous voyez par exemple, vous êtes niveau 3, vous avez une vision de votre maturité, vous avez une vision de votre organisation avec un plan d'action organisationnel. Vous avez une analyse stratégique de vos familles avec un plan d'action sur vos portefeuilles, avec en plus un tableau de bord qui permet de piloter vraiment la vision de vos dépenses. Et vous finissez, alors ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même vachement intéressant, pour pouvoir vraiment estimer les potentiels. Je vais vous montrer un slide qui est inspiré d'un cas réel dans lequel on est en ce moment. Vous pouvez, par exemple, choisir de sélectionner un nombre de familles restreint, en général 10 familles qui sont très fortes sur la performance économique et sur le risque, voire sur la dimension RSE, même si elle est plus difficile à mesurer précisément lors du diagnostic. On fait des estimations par rapport aux critères qu'on a vus. Hein. Là, je ne vous ai pas montré, mais c'est les critères de la CSRD qui sont utilisés, tout simplement. Hein. Vous prenez les critères de la CSRD, vous définissez vos criticités. Vous avez ici un expert en CSRD et en impact RSE qui va vous aider à définir les bonnes notations et les bonnes justifications, et ça vous permet d'avancer. Et derrière, vous pouvez faire une analyse un peu plus poussée, ça prend un peu plus de temps, de certaines familles d'achat que vous estimez, voilà, et vous allez pouvoir estimer les leviers de management de la performance économique qui ne sont pas activés et qui pourraient être activés, les leviers de management du risque qui ne sont pas activés et qui pourraient être activés, les leviers RSE, vous pouvez commencer à en identifier, les leviers parties prenantes, ce qui vous permet finalement assez facilement de venir, regardez ici sur la droite, identifier les premiers potentiels de résultats. Vous voyez ici par exemple la famille Bouteille, c'est 28 millions d'euros, 9 000 tonnes de CO2. Vous pouvez estimer les premiers impacts sur la performance économique, 5 700 000 euros d'économie, les impacts RSE, les impacts sur le risque. Et ça peut vous amener à avoir finalement en fin de diagnostic, alors je vais vous montrer une vraie image qui a été modifiée pour des raisons de confidentialité. Vous avez ici une vision à l'issue du diagnostic où on va pouvoir, en fonction des budgets, identifier le niveau d'activation de levier. Donc ça, c'est est-ce qu'on est niveau 2, est-ce qu'on est niveau 3, est-ce qu'on est niveau 4, est-ce qu'on a activé les leviers de performance économique commerciaux? Oui, non. Est-ce qu'on a activé les leviers de management du risque? Oui, non. Est-ce qu'on a activé les leviers techniques? Oui, non. Et quelles sont, ça c'est aussi par expérience, quelles sont les potentialités de ces marchés fournisseurs? Et donc, naturellement, vous allez pouvoir faire une estimation sur les grands postes de famille, vous voyez ici, et sur un budget de 25 millions d'euros, on peut estimer qu'en passant d'un niveau 2 à un niveau 3, parce que les leviers techniques, c'est difficile de les estimer, hein, mais rien qu'avec le niveau 3, les leviers de performance économique commerciaux, vous voyez, sur 25 millions d'euros, on peut aller chercher, on estime, environ 4 millions d'euros. Et là, vous avez les délais qui sont prévus pour chaque projet. Voilà, avec un nombre de TP, etc. Que vous définissez, en fait. Hein, vous définissez avec les personnes en place, c'est ça. Vos connaissances du fonctionnement. Et donc là, je vois qu'on est sur la fin de ce live. Si vous arrivez en organisation, que vous soyez en poste depuis longtemps, vous pouvez quand même le lancer parce que vous faites une prise de recul. Voilà. Si vous êtes consultant, bah, vous arrivez pour... si vous êtes consultant, vous arrivez dans une entreprise, vous déployez ce type de diagnostic, bah, ça marche hyper bien. Vous avez une vraie valeur ajoutée. Derrière, qu'est-ce qui se passe après un diagnostic? Ben, il y a besoin de mettre en place des moyens. Et donc là, vous pouvez soit accompagner sur du recrutement, soit former les équipes, soit vous-même faire quelques missions. Et en fait, cette première approche vous permet derrière d'accompagner les organisations sur du long terme avec un métier qui est hyper passionnant. Hein. Il y a les sujets économiques, RSE, risques. C'est passionnant et ça vous permet d'avoir une très forte valeur ajoutée. Donc, que vous soyez interne à l'entreprise salariée ou que vous soyez externe à l'entreprise, c'est un peu la même chose. Voilà. Et d'aboutir sur une vision, une perspective de performance économique avec des délais, c'est un petit peu l'apothéose du système. Où demain, comment une direction générale pourrait vous dire on n'y va pas quand vous estimez que sur 18 mois, imaginons, ou 12 mois, vous pouvez aller chercher 4 millions d'euros de résultats sur les portefeuilles. Alors vous allez me dire mais comment je fais, etc. Bah, sachez que c'est un métier, à un moment donné, vous devez vous monter en compétences, c'est essentiel. Personne ne va le faire à votre place.
effectivement, vous pouvez venir chez nous vous former parce qu'on fait ça depuis 10 ans, c'est notre passion, on y met tout notre cœur. Et aujourd'hui, on a fait, je pense qu'on peut le dire, la formation achat la plus opérationnelle et qui forme à une approche vraiment stratégique et à forte valeur ajoutée aux achats, avec l'IA, la data, la RSE qui est intégrée. Vous devez vous fournir les bons outils, vous devez avoir la bonne démarche, la bonne philosophie, et là, vous allez attirer les bonnes entreprises et pouvoir déployer ce genre de choses. Il n'y a pas de raccourci aujourd'hui. Il faut monter il faut que vous misiez sur votre expertise pour pouvoir apporter cette valeur ajoutée aux entreprises, surtout dans une ère où l'IA est en train de prendre une place de plus en plus importante. Vous l'avez rapidement vu là, ce n'est pas le sujet du live de ce jour. Aujourd'hui, quand on voit Sébastien et moi, le temps qu'on passe à travailler avec les IA, je pense qu'on travaille 80% de notre temps avec les IA aujourd'hui, avec Sébastien, mais elles ne nous substituent jamais à notre expertise. Elles peuvent pas deviner vers où on va. Non. Et il faut avoir la compétence. Oui. En fait, entre deux personnes, vous ne pouvez pas du tout avoir le même résultat en fonction des éléments que vous allez demander, que vous allez challenger. Même entre une IA que moi je peux utiliser, que Guillaume peut utiliser, on n'utilise pas de la même façon, on n'a pas les mêmes façons de travailler avec. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a en tête comme un réseau en fait d'éléments clés et incontournables, eh bien effectivement vous avez derrière déjà une bonne base pour aller utiliser l'IA, et il faut encore une fois savoir utiliser l'IA correctement. Ouais, non, tout à fait. Il y a un vrai sujet autour de ça, et vous arrivez dans une époque, chers amis, où à l'image des espèces, pour reprendre Darwin, les métiers qui survivront le mieux au monde de demain seront celles qui s'adapteront le mieux au changement. Aujourd'hui, une fonction achat et des acheteurs, des professionnels, globalement, c'est pas que les achats, qui ne sont pas capables de se repenser dans leur expertise, de venir y apporter beaucoup plus de valeur ajoutée que négocier le bout de gras avec un fournisseur. Je suis un super négociateur et je sais passer 10 commandes à la minute. Aujourd'hui, ces profils-là, s'ils ne se renouvellent pas pour aller vers une dimension à plus forte valeur ajoutée, en maîtrisant la data, l'IA, intégrant la RSE, etc., écoutez, je suis un peu inquiet sur la suite, très clairement, dans les 10-20 prochaines années, quoi, très, très clairement. Alors qu'en fait, on vit une époque formidable dans le sens où ceux qui vont par contre réussir à se renouveler vont être vraiment dans une époque formidable, dans le sens où il y a énormément de choses à faire. Se renouveler et fédérer. On a vu l'étude de maturité l'année dernière, on l'a fait chaque année. L'année dernière, de tête, il y a 40% des entreprises qui n'étaient même pas dans un niveau 3 de maturité. Ça vous donne un ordre d'idée de votre marché en tant que salarié ou en tant que consultant. Les entreprises, elles ont besoin de vous. Elles sont toutes prêtes à venir générer des économies. Et finalement, si en plus vous pouvez intégrer la dimension RSE, c'est formidable. Vous allez faire quelque chose qui a du sens, une carrière à impact, mais qui n'est pas non plus, utopiste, au sens où on vise la décroissance, on demande aux entreprises de renier tout ce qu'elles sont, des générateurs de performance économique, des centres de profit. Il faut bien payer les salaires, il faut être pertinent, compétitif sur ces marchés, il faut être cohérent. Et aujourd'hui, connecter les deux, c'est l'assurance d'avoir une trajectoire de carrière qui est plutôt au vert versus, on va dire, un feu bien orange pour ceux qui continuent sur des modèles qui ont 40 ou 50 ans. Est-ce que ça vous a intéressé ce live-là? Parce qu'on n'a pas pu voir remonter vos commentaires, là, on ne sait pas trop. Dites-nous un petit peu là dans les commentaires ce que ça vous a inspiré. Sachez que le lien vers le guide a été mis en commentaire par Aurélien, et du coup, effectivement, vous pouvez accéder à ce contenu-là qu'on a utilisé pendant la présentation librement, et vous pouvez l'utiliser. Évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, vous nous contactez tout simplement. Sachez qu'on peut vraiment vous apporter ce savoir-faire-là, on peut vous accompagner dans votre projet de consulting. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait travailler de plus en plus de consultants. Ça, c'est hyper intéressant. Évidemment, pour les services achats, on peut accompagner vos équipes, vous fournir de nouveaux outils qui peuvent vous aider à aller chercher ces viviers de performance économique tout en intégrant la RSE et aller vers ce qu'on appelle une conformité native, c'est-à-dire devenir conforme aux réglementations RSE et réellement réduire les impacts RSE de manière finalement très simple. Complètement. J'attends les commentaires, mais ils ne vont pas remonter. Attends. Non, mais j'en vois pas mal passer. Effectivement, globalement, on a beaucoup de demandes très, très opérationnelles. Vraiment, là, ce que je vous recommande, c'est de prendre rendez-vous avec nous et d'échanger évidemment sur les problématiques que vous avez, parce que finalement,
quand on nous demande des informations sur comment vous faites pour connecter telle ou telle solution et telle ou telle data, il faut comprendre déjà sur quoi vous fonctionnez, comment on peut effectivement connecter les éléments, comment on a déjà connecté les éléments. Et pour ça, le mieux, c'est de pouvoir en parler directement vers vous, voilà, voir si vous avez une démarche de consultant, si c'est une démarche parce que vous êtes salarié dans une entreprise. Il y a pas mal de choses à évoquer ensemble, je pense. Ouais. Ah il y a Caroline qui était parmi nous. Merci Caroline pour ta participation. Et effectivement, tu as vu, ça a bien bougé. Caroline, tu t'es formée chez nous il y a au moins 3-4 ans. Christophe qui nous dit merci beaucoup, ça lui a plu. Alexandre aussi, merci beaucoup pour le live. Amandine, top, merci. Christophe, très intéressant. Selena aussi, merci Selena pour ton retour très détaillé. Anne-Charlotte, quelles sont les modalités pour obtenir vos outils SWOT logiciels SWOT? Fonctionnez-vous avec une licence pour les entreprises qu'elles puissent avoir accès, établir un rapport? Bien sûr, Anne. Il faut prendre rendez-vous avec nous, on vous expliquera tout ça. Prends rendez-vous avec nous. Aujourd'hui, effectivement, je vois Attitude Achat, je suppose que tu as un cabinet soit indépendant, soit un cabinet avec plusieurs salariés. En fait, c'est très simple, hein, l'accès à nos outils. Nous, notre but, c'est que plus il y a de monde qui l'utilise, plus on transforme finalement les entreprises et plus on peut faire vivre notre modèle. Donc, évidemment qu'on partage ces outils-là avec nos confrères pour avancer plus vite. Par contre, comment faites-vous l'interface avec l'outil comptable de traitement de factures qui n'est jamais Excel? On fait Dimitri de Andolenko qui nous fait ce commentaire très intéressant. En fait, cette interface-là, déjà, c'est ce qu'on appelle l'ERP. Donc, qu'on soit sur Sage, SAP ou autre, en fait, les extractions de ces données-là sont faites sur serveur FTP, format Excel potentiellement ou CSV. Ça marche très, très bien. Aujourd'hui, on récupère ces informations-là pour tout structurer. Et on fait même remonter les infos maintenant de l'analyse, puisqu'on va créer de la data. Il faut se mettre à la place des TPME, leur fournir une solution clé en main est primordial. Merci de cela. Oui, c'est ça qu'on fait, Dimitri. Aujourd'hui, effectivement, que ce soit, alors TPE, ça marche très bien, mais on a moins de demandes. PME, énormément, hein, très clairement. La PME a vraiment besoin de ce genre d'outils pour se structurer. Elle a peu de moyens. Aujourd'hui, un directeur achat et développement durable, c'est intéressant, le poste de Dimitri Sébastien. On est déjà sur un profil qui englobe la RSE. Effectivement, je ne connais pas la taille de ton entreprise, mais on est en plein dedans. Alexandre, Excel, tout le monde ne connaît pas, je suis d'accord, tout le monde le maîtrise, c'est une autre histoire. Donc ça, c'était de l'humour. Comment alimentez-vous l'outil SWOT? Comment les données de l'ERP et sources extérieures sont-elles intégrées dans l'outil? Évidemment, par ce que j'expliquais, des bases de données. Jean-Michel Ramé, l'outil est vraiment bien et convivial. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je sais que tu es au sein de nos formations actuellement. Nathalie, yes, super outil. Je crois que tu as terminé ta formation dans pas longtemps. Structurer et piloter dans le temps l'action, très important, Christophe. Amandine, l'outil a l'air vraiment top. Il est vraiment top. Il est unique au monde. Caroline, magnifique cet outil. Alors là, rien ne nous fait plus plaisir. Très bien ce live. Pertinent de réaliser l'évaluation avec le service achat pour éviter les contestations et embarquer les parties prenantes. Exactement, Christophe. L'essentiel est d'embarquer. Et rappelez-vous bien les différences de performance sur les niveaux de maturité. C'est très simple. Direction générale, elles n'ont pas besoin de beaucoup plus. Si vous arrivez avec le tableau de bord, vous arrivez avec l'analyse de pyramide et les différences de performance, vous êtes écouté. Parce que vous leur parlez clairement et en fait, ils vous suivent. Nathalie, la formation Data Management Excel est super. Et les IA, j'ai commencé, c'est bluffant. J'avais des freins, mais en restant sur l'IA interne, pas de problème de sécurité. Ce sont des compagnons efficaces. Merci, la formation est vraiment pertinente. Merci Nathalie. Lookil, est-ce confidentiel? Oui. Temps de traitement, ça dépend. Bon, voilà, on a répondu à peu près à tous les... Sinon, on ne va jamais s'arrêter. Merci à tous. Merci Sébastien, c'est toujours un plaisir. On reprend évidemment notre rendez-vous mensuel. Hein, ça fait maintenant 5 ans, je crois, ou 6 ans qu'on fait ça, tous les deux, Sébastien. Chaque mois, un live sur une thématique. Surtout, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. On peut vraiment vous apporter quelque chose, quelle que soit votre expérience et votre niveau de maturité. On peut travailler ensemble, on peut vous apporter des éléments manquants. Voilà, vous pouvez avoir plus d'impact, vous pouvez générer ça. Et en tout cas, on espère déjà que ce guide et cette approche, que l'on travaille ensemble ou pas, vous aidera, vous inspirera pour appliquer sur le terrain. À très bientôt et à très bientôt les achats. Et merci Sébastien. Je ne te dis pas à bientôt puisqu'on va aller déjeuner ensemble dans 20 minutes puisque tu dois être à 20 mètres ou 30 mètres de moi. À très bientôt. Salut à tous. À bientôt. Au revoir à tous.